Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'histoire des sciences, et plus particulièrement d'une période que l'on appelle la Renaissance. Lorsque l'on évoque la Renaissance, on pense généralement à l'art, avec l'invention de la perspective ou même aux travaux de peintres et sculpteurs italiens sur les coupoles italiennes de Florence ou de Rome. En sciences, la Renaissance est la période historique correspondant au développement des sciences modernes et à l'abandon progressif des sciences sectaires ou moyenâgeuses. Évidemment, ce passage n'a pas été instantané. Elle a vu des personnages de Tycho Brahe à Lavoisier en passant par des géants comme Galilée ou Newton. Mais elle a surtout vu le développement de la chimie, comme on la connaît aujourd'hui, et de la physique classique. C'est dans ce contexte que j'aimerais vous parler du phosphore de Bologne, et de vous expliquer le rôle majeur de cet objet dans l'histoire des sciences. Nous sommes en l'an 1603, encore en plein âge d'or de l'alchimie. Bah non, on est en 2019. Et au fond, qu'est-ce que l'alchimie? Ah oui, c'est vrai, lors de mon introduction, j'ai parlé de science sectaire. En réalité, je pensais justement à l'alchimie. Tout d'abord parce que cette science, ou pseudo-science, utilise un langage codifié. C'est-à-dire que les travaux d'alchimistes sont transmis de par un code dont une très mince partie de la population uniquement peut avoir connaissance de cette science. Mais c'est surtout parce que l'alchimie est construite sur un mythe, le mythe de la pierre philosophale. En réalité, la pierre philosophale est le moyen de transformer un quelconque métal en or. Et c'est donc d'un alchimiste amateur dont je vais vous parler aujourd'hui. Un alchimiste italien amateur, Vincenzo Casariolo. Lors de l'une de ses promenades au pied du Monte Paterno, au nord de l'Italie, il découvre une pierre plutôt dense, plutôt lourde. Comme tout bon alchimiste, il amena la pierre dans son atelier et l'a soumis à une de ses études. Il l'a soumis à calcination, en la plaçant dans son four avec du charbon ardent. Lorsqu'il l'a ressorti, la roche était poreuse, mais il n'y observait rien de particulier. C'est seulement une fois la nuit tombée, il observe que la pierre renvoie une lumière rouge-orangée, intense. Aujourd'hui, l'on sait que Casariolo fut l'un des tout premiers à observer un phénomène de phosphorescence. La roche qu'il trouva au pied du Monte Palerno était du sulfate de barium, de formule chimique BaSO4. En la calcinant, le carbone du charbon a réagi avec l'oxygène de l'ion sulfate. Casariolo obtient donc à la fin du procédé de calcination du sulfure de barium. Et c'est en exposant ce sulfure de barium à la lumière que les photons en provenance du soleil exposant dans l'ultraviolet, avec une longueur d'onde lambda inférieure à 300 nanomètres, vont être absorbés par la molécule de sulfure de barium, BaS. De par cette absorption, le BaS va gagner en énergie, constante de Planck, fois la fréquence de la lumière. De par le fait que lambda est grand, l'énergie de la molécule sera plus importante, le sulfure de barium entrera dans un état excité, S indicène. La molécule va gagner en chaleur en réalisant de la relaxation vibrationnelle. Son énergie globale va baisser un peu jusqu'à atteindre un état triplé électronique de la couche externe excitée de l'ion Ba2+. L'état triplé est atteint lorsque les électrons de la couche externe excitée deviennent non appariés. Le nombre quantique de la case excitée devient S égale 1. C'est cet état de triplé qui met un temps important pour revenir à un état singulier, l'état fondamental du BaS. Cette désexcitation longue sera responsable de l'émission d'un photon porteur de moins d'énergie, donc d'une longueur d'onde plus grande, exposant dans le visible équivalente à un rouge orangé. Dans tous les cas, ceci n'était pas su à l'époque. Casariolo parla de sa découverte à deux amis, Beggiatello, un alchimiste de l'époque renommé, et Miagani, un astronome italien, proche de Galileo Galilei. Chacun d'eux va faire une interprétation différente de l'expérience de Casariolo. Beggiatelli, ravi, pense que cette découverte va enfin permettre d'avancer sur le chemin de la pierre philosophale. Miagani et Galilei pensent quant à eux que cette pierre va permettre d'avancer sur les travaux pour déterminer la vraie nature de la lumière. Cette dispersion sur la réception de l'expérience de Casariolo débouchera même sur certains conflits entre grandes personnalités scientifiques de l'époque. En 1640, le médecin et philosophe italien Fortunio Lichetti établit une hypothèse sur les phénomènes de lune cendrée. La lune cendrée est dans le cycle lunaire la portion de la lune très peu éclairée
au moment de l'apparition du tout premier croissant. Galilée avait compris que la lune cendrée était en réalité un clair de terre, c'est-à-dire un reflet de la lumière du soleil, reflétée, émise par le soleil, reflétée par la terre, reflétée sur la lune, à nouveau, visible sur la terre. Ligeti dit quant à lui que ce phénomène nous renseigne sur la vraie nature de la roche lunaire. La lune serait en fait constituée de pierres de Bologne. La lumière du soleil aurait été stockée par la roche lunaire, comme une éponge absorbe l'eau, puis réémise une fois la lune non éclairée. D'où le nom donné à la pierre de Bologne, Spongia lunaris, par Fortunio Ligeti. Cependant, Galilée défendra fermement son opinion, et mourira 2 ans plus tard. Mais alors, de quelle manière la pierre de Bologne a-t-elle permis d'avancer sur l'étude de la nature de la lumière? Pour cela, nous pouvons commencer à revenir 2000 ans en arrière, avec les postulats philosophiques de philosophes grecs, tels que pour commencer Pythagore, qui lui pensait que la lumière était un flux de particules émis par les objets environnants. Démocrite, puis Épicure après lui, pensent quant à eux que la lumière est une succession d'images matérielles qui arrivent à nos yeux. Platon, lui, va penser que la lumière est émise par nos yeux eux-mêmes, et que cette lumière va frapper le décor environnant, qu'on puisse s'en donner une image dans notre tête. Aristote, lui, pense que la lumière est une qualité présente dans le milieu environnant. C'est en réalité une transparence, un état instantané du milieu environnant. Après la découverte de la pierre de Bologne, certains ont émis l'hypothèse que la lumière a des propriétés magnétiques. C'est le cas en 1629 de Niccolò Tabeo, un jésuite mathématicien, astronome italien, qui dit que la pierre attire la lumière comme un aimant attire le fer. En 1641, Athanasius Kircher développe cette idée. Les pores de la pierre, ouverts par calcination, sont comme assoiffés de vapeur de lumière. Descartes a également avancé sur ce sujet, en ignorant totalement la découverte de la pierre de Bologne. Lui pense que la lumière est en réalité des frictions entre le fluide constituant le vide, qu'il nomme l'éther. Les premières théories sur la nature de la lumière que l'on étudie au lycée viennent du XVIIe siècle, avec les 2 principaux rivals de l'époque en la matière, Newton et Hooke. Hooke pense que la lumière a un caractère ondulatoire. De ce fait, il arrive à comprendre certains phénomènes diffractoires de la lumière. Newton, lui, pense que la lumière est en réalité un flux de particules continues ayant une masse qui peut exciter la matière. C'est le début du concept du photon. Cependant, c'est seulement après Stokes qui déduit dans son livre Philosophical Transaction que le rayon post-fluorescence émet une longueur d'onde plus importante que le rayon pré-fluorescence. Et évidemment, après la découverte du nombre quantique qui permet de construire le diagramme de Jablonski, que l'on va pouvoir théoriser de manière concrète le phénomène de phosphorescence observé avec la pierre de Bologne, c'est-à-dire environ 400 ans après la découverte de la pierre. Aujourd'hui, c'est la théorie qui a tendance à prendre de vitesse l'observation des phénomènes physiques scientifiques. Et oui, par exemple, avec l'observation du premier trou noir qui a eu lieu il y a seulement quelques mois, alors que le trou noir est un objet céleste qui a été découvert théoriquement au milieu du XXe siècle par Einstein et peu après lui Hawking. Attention à prendre en compte les découvertes déjà faites scientifiques. Quand la science alerte le monde sur une consommation exponentielle qui n'est pas envisageable sur notre planète, il faut peut-être savoir l'écouter. Ce qui n'est malheureusement pas le cas dans la quasi-totalité des systèmes qui régissent l'humanité.